Voilà, comment l'usine Rusal Frigia vit-elle les conséquences du conflit russo-ukrainien? Je l'ai dit tantôt, nos envoyés spéciaux de ce côté, Ibrahim Alain Konsouma, Basekou était donc la semaine dernière à Frigia pour de visu faire des constats, interroger, poser des questions. Elle n'est pas forcément exhaustive de toutes, je veux dire, les anomalies constatées. On continuera là-dessus. Mais déjà, on va commencer, Ibrahim Alain Kon, par les conséquences directes donc, de cette guerre en Ukraine sur le fonctionnement de l'usine. Évidemment, qu'est-ce que vous avez déjà constaté en premier lieu? Oui, en premier lieu, on a d'abord essayé de comprendre est-ce que cette guerre a des conséquences directes sur l'usine. Oui. Et cela nous renvoyait à un pan de l'histoire de l'ex-Union soviétique. À l'époque soviétique, le complexe sidérurgique soviétique était organisé de la manière suivante. Toutes les usines d'alumine étaient implantées en Ukraine. La Russie abritait ce qu'on appelle les fonderies. Et il y a un autre État qu'on appelait à l'époque Kazakhstan qui était spécialisé dans les mines. Donc l'usine de Frigia a été quand même construite ou mise en place par la société Pechiney, une société occidentale. Cette société, quand elle a quitté le pays, c'est là où Rusal Frigia, créée en 2000, classée 3e entreprise d'alumine à travers le monde, a racheté l'usine. Donc c'est une usine occidentale rachetée par les Russes. Donc, il y a eu un moment donné, il y a eu une grève syndicale qui a conduit à la fermeture de l'usine. Après cette fermeture, on se rappelle sous le régime Alpha Condé, après 6 ans de fermeture, le président Alpha Condé à l'époque et le gouvernement guinéen ont tout fait près des Russes pour la reprise. C'est ainsi que la reprise a eu lieu pratiquement en 2018 avec en tout cas un petit ralentissement dans le fonctionnement. Donc c'est pour dire que avec la guerre russo-ukrainienne, il y a forcément les conséquences. La première conséquence c'était quoi? Dès l'entame de la guerre en février 2022, Moscou a rappelé tous les expatriés ukrainiens pour les faire remplacer par les Russes. Et cette usine fonctionne bien grâce à l'expertise des Ukrainiens. Ils ont été tous rappelés, notamment le DG qui s'appelle Yuri Kanafosky, qui a cédé sa place à un Russe appelé Alexei Sakachev. Et il en est de même pour le directeur de maintenance Anatoly Goulialiev, qui a été remplacé par un autre cadre russe. Première conséquence. Deuxième conséquence, la guerre en Ukraine a quand même provoqué le refroidissement dans les relations avec les Occidentaux. Cette usine est occidentale. Les pièces sont occidentales. L'usine a 3 fours. Ce qui fait aujourd'hui qu'il y a juste un four sur 3 qui fonctionne parce que les Russes ont du mal à acheter les pièces de rechange près des Occidentaux. Donc sur le territoire européen ou américain. En tout cas occidental. Et cela aujourd'hui entraîne l'arrêt peut-être systématique ou l'arrêt lent de l'usine. Troisième conséquence, Rusal Frigia en tant qu'entreprise russe est en partenariat avec beaucoup d'usines du côté de la Russie. C'est le cas par exemple de Zaporizhzhia et le cas de Nikolaev. Et ce qui fait que ces villes sous bombardement aujourd'hui ne participent pas, si vous voulez, à la dynamique du fonctionnement. Mais pas du tout. D'ailleurs, la Russie et l'Ukraine ne conjuguent plus le même verbe. Évidemment, puisque c'est la guerre. Conséquence, ça joue sur le fonctionnement de l'usine. Alors, tous ces facteurs contribuent à ce qu'on appelle la baisse drastique de la production. Donc, premier grand constat, les Ukrainiens, experts donc, de la chose qui tenaient l'usine, et qui continuaient à la redresser après la grève d'alors, ont tous été remplacés par des 100% russes au sein de l'usine actuellement. Qui n'ont pas les mêmes expertises que les Ukrainiens. Bien. Deuxième constat, ces pièces occidentales ne sont plus achetées et l'usine est en train, en tout cas, de mourir à petit feu. Et troisième conséquence, et aujourd'hui, la production est pratiquement à l'arrêt. Bien, c'est là-dessus justement que je voulais interroger Basekou, puisque le deuxième grand constat que vous avez fait, c'est la baisse de la production dans l'usine. Effectivement, depuis la reprise de la production en 2018, après cet arrêt prolongé de 2012 à 2018 et avec la crise russo-ukrainienne, l'une des conséquences aujourd'hui de cette crise, c'est la baisse drastique de la production due à la vétusté des équipements, surtout au niveau de l'appareil de la calcination, qui est aujourd'hui l'une des origines de ces envolées de poussière d'alumine
qui envahissent la ville de Fria. Et qui continuent à polluer la ville. Effectivement, l'air. nous allons aborder tout à l'heure au niveau de la dégradation de l'environnement. Bien. Mais ce qu'il faut dire, c'est que... Et là, vous avez des images que vous nous avez rapportées qui illustrent. Oui, ça, ce sont les images des immeubles que nous allons l'évoquer tout à l'heure. Mais à présent, il faut dire que cette réduction de la production, parce que bien avant la crise, il est important de rappeler que l'usine avait une capacité de production de 700 000 tonnes par an, et avec la crise et puis la reprise finalement, l'usine avait qu'une petite capacité de production de près de 300 000 tonnes par an, dû aux problèmes que nous connaissons. Les appareils sont vétustes, l'un qu'on l'a rappelé. Sur les 3 fours, il n'y a qu'un four aujourd'hui qui est opérationnel, et parfois la conséquence c'est que qu'il y a des tonnes, il y a des montagnes aujourd'hui d'alumine qui sont stockées et qui ont des difficultés à être acheminées, et à cela s'ajoute également beaucoup de problèmes dus à la vétusté des équipements au niveau de Russal Frigia. Donc c'est un gros problème de ce niveau-là. Donc il y a des moments, par exemple, les échanges que nous avons eus avec certains travailleurs, avec le syndicat, on nous fait savoir qu'il y a des moments où on connaît des arrêts prolongés, des arrêts prolongés de 10 jours francs où l'usine ne produit pas du tout. Donc le gros problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des montagnes d'alumine qui sont stockés et qui n'arrivent pas à être écoulés, qui n'arrivent pas à être acheminés. Donc les 48 heures qu'on a passées à Fria, le train était sur cale. D'accord. 2 jours, le train était là, ça ne bougeait pas. Ce qui n'est pas habituel. Cela dénote que l'usine fonctionne difficilement. Ou de façon intermittente. Et donc, premier constat physique sur les infrastructures, dans le fonctionnement, vous l'avez dit, c'est la russification totale du personnel. On ramène les Ukrainiens et puis on met en place les Russes, on va dire comme ça, et puis baisse de la production. Et il y a l'impact social. L'impact social, Lincoln, on nous parle de baisse de la masse salariale et l'inexistence de contrats de travail avec Russal Frigia. Oui, à ce niveau, oui, c'est quand même déplorable de constater que la masse salariale a drastiquement baissé. Nous apprenons que dans le temps, c'est-à-dire quand tout allait, la masse salariale était de 7 milliards de francs guinéens par mois. Et aujourd'hui, la masse salariale est tombée à 2 milliards par mois avec plus de travailleurs, puisque pratiquement la méthode de recrutement est questionnée. Chacun peut mettre n'importe qui, mais à quel prix? Et on s'est intéressé un peu au taux horaire. Il y a les contrats, c'est le taux horaire qui varie entre 8 000 à 13 000 francs guinéens. Ça veut dire que il n'y a pas d'emploi garanti du côté de Fria. Les gens sont des tâcherons. Tout le monde est tâcheron. C'est-à-dire vous êtes payé par heure. C'est de 8 000 jusqu'à 13 000. Le taux horaire. Tout le monde confondit le taux horaire. Ouais. Donc quand vous faites le calcul, les plus payés aujourd'hui à Fria sont pratiquement à 2 millions. Ça, c'est les grands cas, 2 millions 600. Bien. Et il y a des travailleurs qui n'ont que 1 million 500 par mois et ils sont payés par quinzaine. Chaque 2 semaines, on paye pour ceux qui ont 1 500 650 000, pour ceux qui ont 2 millions, 1 300 000, et l'autre quinzaine aussi, et pratiquement on paye le reste, même statut tâcheron. Mais ce qui a quand même un peu marqué négativement notre attention, c'est le fait que ces travailleurs n'ont aucun contrat avec Russal. D'ailleurs, il y a date. Non, à date. Bien. Depuis le démarrage de l'usine jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est la totalité ou est-ce que c'est une grande partie des travailleurs qui non. disent ne pas avoir de contrat? On parle des travailleurs locaux, les travailleurs guinéens. Okay. Il y a une société qui a été intérim, qui a été recrutée, qui traite avec les travailleurs. C'est la société qu'on appelle Senta, Société d'embauche et d'intérim des travailleurs africains. Bien. Comment les gens procèdent? On vous donne 1 an de contrat et je vais vous lire en tout cas quelques parties de ce contrat pour illustrer ce que nous sommes en train de dire. Oui. Par exemple, article 1er de ce contrat, nature et objet du contrat. Le présent contrat de travail est conclu pour une durée ne dépassant pas 1 an, 12 mois et prend effet à compter du 1er août 2022. Ce contrat de travail est conclu pour appuyer la société dans le cadre de ses activités relatives à l'exécution des différents chantiers opérations ouvrant sur les sites de Frigia SA confiés à Senta. Conformément à l'article 122.4 du Code du travail, le présent contrat est un contrat à terme imprécis. Un contrat à terme imprécis. Alors ce contrat est signé. Est-ce que
je sais pas, la législation sur le travail en Guinée reconnaît-elle ce terme-là à durée imprécise? Oui, c'est ce qui est dit. On verra bien. Mais malheureusement, c'est Russell Figia qui est l'entreprise. Et ces travailleurs guinéens signent le contrat avec une société d'intérim. C'est pour vous dire qu'il n'y a aucun contact entre les travailleurs guinéens et la société. Et les expatriés Les expatriés relèvent de Russell. C'est là-bas la différence. Okay. Les travailleurs guinéens relèvent de Senta. Senta, bien. Donc, c'est inexistence ça un peu du contrat de travail. la triste réalité. J'ai pris l'article 4 de ce contrat concernant la rémunération. C'est-à-dire avec Senta. La rémunération en contrepartie du travail fourni par les travailleurs, si après la rémunération comprend les éléments ci après. On a le salaire horaire forfaitaire par jour travaillé, dont le montant est fixé à 11 252 francs. Bien. Comme je le disais, hors taxe. La rémunération supplémentaire non garantie que constituent les primes exceptionnelles soumises aux conditions préalables d'attribution établies par l'employeur à sa seule discrétion. Dès lors que les dites conditions sont remplies, le travailleur pourra avoir le droit. Mais ce qui est sûr, d'autres rémunérations là, on n'en parle pas. On ne tient compte que, en tout cas, la rémunération horaire qui est de 11 252 francs guinéens. Et le taux horaire ne dépasse pas 13 000 francs guinéens. Donc, on a aussi promis dans le contrat que chaque employé sera immatriculé à la caisse de sécurité sociale et bénéficiera des allocations conformément à la loi en la matière. Mais pratiquement, Ouri, rien n'est fait. Ça, c'est le contenu d'un contrat type. Mais est-ce que ça veut dire que les gens ne l'ont pas signé en fait? Il n'y a pas de... Non, en fait, ils ont tous signé. Tous les travailleurs locaux, les travailleurs guinéens ont signé ce contrat avec Santa pour travailler avec Russell. Donc, mais il n'y a pas de contrat qui lie les travailleurs à Russell. Non, pas du tout. Il n'y a même aucun contact entre les travailleurs avec Russell. Il y a l'écran total. Russell ne traite qu'avec les expatriés qui sont bien traités, qui ont des billets d'avion, qui ont des primes en dollars, qui ont une cité, en tout cas bien aménagée. Mais les travailleurs guinéens sont relégués au second plan et n'ont pas un endroit où aller se plaindre. C'est ça aussi la triste réalité. Et Bassekou, d'autres points que vous avez constatés, c'est bien entendu le traitement inégal des travailleurs expatriés et locaux. Il y a le cas particulier de Senta que vous avez notifié, l'absence de prise en charge médicale en cas d'accident de travail aussi. Oui, nous avons échangé avec le secrétaire général du syndicat des travailleurs, qui disent qu'il y a beaucoup de travailleurs qui ont été victimes d'accidents dans le cadre du travail des journaliers, mais en réalité qui n'ont pas connu de prise en charge par Russell. Le cas illustratif d'ailleurs, c'est aujourd'hui les dysfonctionnements constatés au niveau même de l'hôpital qui relève de cette usine, parce que je rappelle que les médecins qui étaient payés entre 7 millions à 10 millions de francs guinéens avec cette société d'embauche et d'intérim des travailleurs africains, donc qui constitue aujourd'hui le cauchemar des travailleurs guinéens. Ces médecins ne perçoivent qu'1 500 000 francs guinéens. Donc ils sont restés 2 ans dans cette situation. Finalement, ils ne pouvaient pas continuer. Beaucoup ont décidé donc de quitter. Donc l'usine a décidé de les radier. C'est une situation assez inquiétante. Donc des médecins de l'hôpital qui relèvent de l'usine ont été tout simplement radiés. Parce qu'ils ne pouvaient pas continuer. Et vous parlez aussi de rupture de produits pharmaceutiques. Oui, rupture de produits pharmaceutiques. Parce que d'abord, dans un premier temps, c'est qu'il n'y a plus de médecins titulaires du côté de cette infrastructure hospitalière. Et puis les travailleurs se plaignent aujourd'hui de rupture. Donc il y a certaines opérations assez compliquées. Ce sont ces médecins titulaires-là qui ont travaillé au temps de Péchiné avec les Américains, qui viennent effectuer certaines opérations de ce côté. Mais en réalité, les problèmes continuent et les travailleurs se plaignent de l'obtention des médicaments au niveau de l'hôpital. Donc l'inégalité dont vous avez fait cas entre les travailleurs locaux et les expatriés se manifeste comment? Est-ce que c'est des privilèges qu'on accorde aux autres et au détriment des travailleurs locaux? D'abord, il faut rappeler qu'il n'y a pas de programme de formation continue
avant, les travailleurs guinéens avaient la possibilité d'aller se former, donc bénéficier des bourses à Moscou et tout ça. C'est qu'aujourd'hui, pratiquement, il n'y a plus de formation. Bien. Il n'y a plus de formation pour assurer le renouvellement des cadres. Deuxièmement, ce traitement inégal, c'est qu'il y a leur cité, donc aux Russes, là, qu'on appelle Petit Moscou, où toutes les conditions sont créées. Vous avez une piscine, vous avez l'électricité. Même s'il y a coupure aujourd'hui du côté de Fria, eh bien, cette petite cité aujourd'hui continue de garder toute la commodité, donc à toutes les infrastructures, toute la commodité qu'il faut, l'eau, l'électricité. Et pendant ce temps, on vous a montré les images, et vous les verrez tout à l'heure, des infrastructures assez délabrées du côté de l'usine, de la cité, Bien. ou encore qu'on appelle d'autres localités aujourd'hui qui sont totalement délabrées. Mais pendant ce temps, les Russes continuent de se faire la belle vie, ont des billets d'avion, continuent d'être mieux traités. Et tous les autres ici avantages. et ailleurs. Bien. Et Lincoln, vous parlez aussi de retard dans le paiement, du règlement définitif des 400 travailleurs de ce côté. Oui, de ce côté, il y a 3 catégories de travailleurs à Russal Frigia. Bien. Il y a les 132 qui sont engagés, qui ont des salaires de misère aujourd'hui, mais qui sont là. Il y a aussi 400 travailleurs retraités, mais en attente du règlement. Ils sont recrutés, mais jusqu'à présent, ils ne sont pas du tout réglés. La 3e catégorie, c'est les 200. On peut les appeler les réservistes. Ils n'ont pas été licenciés et ils ne sont pas pris en charge. Ils ne sont pas rappelés non plus. Mais ils sont là. Bien. Donc voilà les 3 catégories. Mais les 400 sont retraités, mais jusqu'à présent, aucun règlement n'est fait. Et c'est des gens aujourd'hui qui sont en train de mourir à petit feu, dont les familles sont disloquées. Ouais. Il n'y a rien. Les maladies il y a et pas tout le où se reste. plaindre. Bien. Mais l'État également est absent par rapport à leur situation. Donc, Fria, les gens sont en train de mourir à petit feu parce que pratiquement abandonnés. Parce que vous avez fait le constat aussi de difficultés dans le financement des projets de développement portés par des ONG locales. Oui, c'est une réalité. On a échangé avec un acteur local, un jeune qui évolue, qui a mis en place un projet de développement, mais qui peine à trouver les financements nécessaires avec Russal. Le projet est monté, il a été envoyé à Russal. Malheureusement, il n'y a pas eu de retour et il y a beaucoup d'activités comme ça qui sont développées par les jeunes. Il y a la culture de l'excellence, il y a Arsif également qui a mis en place un projet de développement à impact direct donc des communautés. Et bien avant la crise, ces organisations de jeunesse nous ont fait savoir que Russal mettait la main à la poche pour soutenir les activités de jeunesse, tous les projets de développement. Dans le cadre de la RSE, la responsabilité sociale mais de aujourd'hui, l'entreprise. Russal ne respecte plus Cette ses RSE, engagements, en tout cas vis-à-vis de ces jeunes, malheureusement, qui ont des projets sous la main, mais qui ont des difficultés à être financés. Ils travaillent actuellement sur un projet de la culture de l'excellence où les meilleurs de chaque école sont retenus pour des concours, mais malheureusement, c'est des enveloppes qui ne dépassent même pas 50 millions de francs guinéens. Bien. Mais ils ont des difficultés aujourd'hui à lever les financements nécessaires. Et en préparant et en faisant cette enquête, je rappelle qu'on a rencontré le syndicat, les travailleurs, les autorités locales, le chargé de communication Siri Dieng avec qui j'ai parlé, qui n'était pas sur place, m'a renvoyé vers le directeur général adjoint qui est David Camara, que j'ai longuement appelé, j'ai envoyé des messages. Malheureusement, Pas de mes retour. appels et mes messages sont restés lettres mortes. Alors oui, on termine par la dimension environnement. L'environnement continue à être dégradé, en plus de tout ce qu'on a déjà entendu. Mais il y a une précision qu'il faut faire sur les cités, si vous permettez. Les cités. Les images en font foi, je crois bien. Les cités dégradées, Voilà, on a passé des images mais tout à l'heure. je vous assure, Et les immeubles. je vous assure, les aires de jeu, le Bien. parc de jeu n'est que l'ombre aujourd'hui de lui-même. C'est complètement décoiffé. Ce sont des ordures qui se donnent rendez-vous là-bas. Vous avez également la piscine aujourd'hui, mais qui est une triste réalité. Ce sont des herbes qui y poussent. C'est devenu un endroit où les animaux... images qui n'ont rien à voir avec où les animaux se Fria, rencontrent. le Petit Paris. Mais absolument, où d'antan. les animaux se rencontrent. Bien. Et vous avez vu également les images également de la cité ouvrière. Mais ce sont des bâtiments qui sont en train de s'effondrer aujourd'hui. Si rien n'est fait, Bien. il n'y a aucun programme de rénovation de ces bâtiments Bien. depuis que les Russes ont pris les rênes de l'usine. Et les immeubles qui sont là, vous avez vu, il y a des piliers aujourd'hui qui ne tiennent pas. Et ce sont des ordures qui se sont rencontrées là-bas. Sincèrement, c'est une cité qui est en train de mourir à petit feu. Bien. L'incompétence aujourd'hui de ceux qui sont en train de gérer cette entreprise. En une minute, Lincoln, pour terminer sur le côté environnement.
Sur le côté environnement, la réalité, le constat est très triste, Ouri. Rappelez-vous qu'en saison pluvieuse, on assiste à beaucoup d'envolées de poussière, de poudre blanche. Les citoyens qui inhalent ça ne sont pas dédommagés et rien ne se fait de ce côté. On est allé du côté de Tigué où il y a eu déversement de la boue sodique à Tigué, bien sûr. Une femme même. Et Tigué, c'est un Tigué, secteur. oui, c'est un quartier de Fria centre. Une dame de ce côté a eu en tout cas des problèmes au niveau de l'œil. Elle en est décédée du moins, et sans aucun apport. On parle également de déversement de mazout du côté de Sabendé. Donc, triste réalité. On fait des reboisements sans tenir compte des arbres fruitiers. C'est-à-dire, on décoiffe l'environnement, on détruit, on vient reboiser comme on veut. Et Russal ne verse rien par rapport à la destruction de l'environnement, ni à la direction de l'environnement, ni à la préfecture. Mais aujourd'hui, Fria est abandonné. Et malheureusement, c'est comme si on n'est pas dans une république parce qu'aucune autorité ne parvient à recadrer les Russes. Et malheureusement, voilà la triste réalité. Fria se meurt à petit feu, sans défense. Sur la dégradation de l'environnement, il y a un aspect qu'il faut relever. C'est cette enveloppe de poussière aujourd'hui qui envahit l'usine. Dont il a parlé tout à l'heure. En fait, le problème est que Russal ne respecte pas ses engagements. Je pense bien, on paye près d'1 milliard de francs guinéens à la préfecture et à la commune, mais sur les questions environnementales, il y a 14 villages aujourd'hui qui sont impactés par les activités minières, des arbres fruitiers, les orangers, autres là qui sont complètement dévastés. Donc, le volet compensation. Et Russal, dans son programme, n'envoie que des arbres qui n'ont rien à faire avec ça. Et que c'est 7 millions de francs guinéens qu'on verse à chaque localité. C'est une dégradation de l'environnement. En fait, sans précédent. Sans précédent. Le directeur de l'environnement nous a précisé, et c'est important que les autorités guinéennes puissent sévir par rapport aux conditions de travail, surtout des employés guinéens du côté de Russal. La piscine est devenue un serpentarium. Et les immeubles risquent de s'écrouler. Le duo Ibrahima Lincoln Souma, Basekou, merci beaucoup. Merci pour les efforts. Merci pour le déplacement et pour cette enquête rondement et minutieusement menée, il faut le rappeler. Merci beaucoup. Voilà donc ce en quoi se résume Fria aujourd'hui. Un drame écologique, environnemental, humain et social.